Salut à tous, bienvenue sur Archibarlou, bienvenue sur ma chaîne pour votre rendez-vous désormais habituel, hebdomadaire, c'est tous les jeudis soirs, donc merci encore une fois d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent de continuer à m'encourager. Donc voilà, donc je perds pas plus de temps et je lance ma vidéo et on va parler de rénovation. À tout de suite. Alors pour commencer, je me présente, je suis Jérémy Barlin, je suis architecte, je suis basé au Cameroun, j'exerce au Cameroun depuis 10 ans, mais ça fait 15 ans que je suis donc architecte. J'ai travaillé en France, en Côte d'Ivoire et donc maintenant au Cameroun. Et sur cette chaîne, je vous donne des conseils, je vous accompagne, je fais des vidéos justement pour accompagner les gens qui veulent construire ou investir au Cameroun et qui ne savent pas par où commencer ou vers qui se tourner. Merci de continuer à vous abonner, à partager mon contenu, à suivre, à en parler autour de vous. Ça donne du poids et de la force à la chaîne et surtout ça m'encourage tout simplement à continuer. Donc voilà, pour beaucoup d'entre vous et pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, vous arrivez et vous abordez donc la rentrée avec beaucoup de projets. J'ai eu pas mal de retours sur des gens qui voulaient en savoir plus justement sur l'aspect rénovation. Vous savez, on est en septembre, on est en pleine saison des pluies, mais les pluies vont bientôt s'arrêter et les gens veulent soit préparer leur retour en décembre ou soit commencer justement à anticiper sur l'année d'après. Donc vous savez, ici au Cameroun, tout est un peu cyclique et tout se fait dans le domaine de la construction souvent par rapport à la saison des pluies. On connaît tous l'aspect de notre ville, on voit que c'est une ville où on construit beaucoup. Donc vous allez voir beaucoup de nouvelles constructions, surtout des immeubles qui sont donc en construction, la plupart n'étant pas forcément toujours terminés. Mais ce qu'on aussi on peut constater, c'est que beaucoup des gens qui sont à l'extérieur, dits de la diaspora comme on dit, ont parfois des biens de famille qui appartiennent peut-être à leurs parents, à leurs grands-parents, qui sont un peu laissés à l'abandon et ce sont des biens que les gens voudraient pouvoir exploiter, voudraient pouvoir rénover, soit pour de la location, soit pour venir de façon ponctuelle pour les vacances de Noël par exemple, ou pour faire découvrir le Cameroun à leur famille. Donc il y a tout type de configuration, mais c'est en ça que je pense qu'il est intéressant aussi de parler de cet aspect rénovation, d'en essayer de décrire les enjeux, les points positifs et les risques. Alors c'est vrai qu'a priori, rénover paraît beaucoup plus simple et beaucoup plus intelligent, beaucoup plus pertinent que de construire, de faire une nouvelle construction. Ça, c'est vraiment ce que l'on pourrait imaginer de façon très spontanée. Mais vous allez voir que la rénovation est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense et que parfois on pense aller dans cette direction pour faire des économies, mais que ce n'est pas toujours le cas. Quand on parle de rénovation, ça implique qu'on a donc un bien qui est déjà existant. On a déjà une maison, un bâti, un immeuble, ce que vous voulez, qui est déjà existant. Dans notre contexte, ce bien qui est existant, souvent, malheureusement, et la plupart du temps, n'est pas entretenu. Ça veut dire que les ouvrages existants ont déjà eu le temps de se dégrader, le temps de vieillir, de moisir, ont peut-être aussi subi les effets des intempéries, de l'humidité, du manque de traitement des éléments, etc. Donc effectivement, il faut d'abord commencer par faire un constat et un état des lieux de l'existant. Là alors, vous allez vous rendre compte que peut-être que les matériaux qui ont été utilisés à l'époque pour construire peut-être ne sont plus conformes, peut-être que la rénovation puis la réhabilitation du projet impliquera que on ait par exemple des murs complètement des voiles en béton et que vous allez voir que les matériaux d'origine, on a peut-être des blocs creux, voilà, et que ça pourra poser des problèmes de sécurité. Peut-être que vous allez vous rendre compte que les charpentes ont été attaquées par les termites ou par l'humidité et donc ça représente des risques, notamment de sécurité, une fois de plus des risques de sécurité et de structure. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'au niveau de tous les passages de câbles et de réseaux électriques, de tous les raccordements au niveau de l'eau, des évacuations, qu'il y aura encore une fois un problème de normes, qu'il faudra donc changer tout le réseau de fluide comme on dit, ou peut-être encore que vous allez voir qu'il n'y aura plus les plans disponibles ou que les plans que vous aurez ne seront pas forcément conformes à ce que vous allez constater sur place, parce que vous verrez notamment que parfois en cours de chantier, il va y avoir un mur qui va être modifié, un mur qui va sauter, parce que finalement on aura voulu faire comme ci ou comme ça, et que les plans que vous aurez, qui auront peut-être été les plans d'origine dessinés par un architecte ou par un dessinateur ou par quelqu'un d'autre ou par le propriétaire lui-même, ne correspondront pas à ce qui est réalisé. Et effectivement, pour pouvoir commencer à transformer ce qui est réalisé, il faut vraiment partir de ce qui est réalisé et pas de quelque chose de théorique qui est finalement caduque et qui n'est plus à jour. Donc il faut vraiment
tenir compte de tout cet aspect analyse d'abord de l'état des lieux avant de pouvoir se lancer dans un projet. Les analyses, elles peuvent être d'ordre visuel, en général le travail qui est à la portée d'un architecte, mais je n'ai pas parlé de ce qui n'est pas visible, à savoir par exemple les fondations. Et quand justement vous avez un doute au niveau de la tenue du bâtiment, de l'affaiblissement de la structure, vous pouvez passer par un bureau de contrôle qui, en amont de quoi que ce soit, lui aussi va faire son étude des fondations, va faire un diagnostic structurel, peut-être pour voir si effectivement le bâtiment nécessite ce qu'on appelle une reprise en sous-œuvre. Ça veut dire en gros pouvoir sonder le sol et renforcer les fondations avant de pouvoir se dire qu'on va faire quoi que ce soit. Et une fois de plus, ça dépend du type de projet que vous allez faire derrière. Mais là, effectivement, on parle de rénovation. Donc voilà. Donc il faut avoir d'abord tout cet aspect diagnostic qui, lui, forcément aussi va représenter un coût avant même de commencer à rentrer dans le projet. Donc l'intérêt de faire cette étude diagnostique est justement de pouvoir appréhender ce que vont représenter les travaux de la rénovation. Et il s'avère, et ça nous est déjà arrivé, quand vous commencez donc ce travail de diagnostic, vous pouvez donc avoir des surprises. Un problème d'humidité qui peut se traiter, mais ça peut être aussi d'ordre structurel. Peut-être que vous allez voir qu'il va falloir reconstruire peut-être une partie de la charpente, consolider la structure. Ça nous est déjà arrivé de commencer à casser les cloisons d'une maison existante dans le cadre d'une rénovation, d'un aménagement intérieur, et que la structure du bâtiment n'était vraiment pas assurée. Et donc j'ai dû moi-même prendre la décision d'arrêter le chantier et de convaincre le client de pas reprendre les travaux tant qu'une étude diagnostic plus profond n'était pas effectué par le bureau de contrôle. C'est aussi ça le rôle de l'architecte, c'est savoir prendre ses responsabilités et de dire non, là on s'arrête parce que vraiment si on continue à casser les cloisons, on ne sait pas comment la maison a tenu, on va encore plus affaiblir la structure existante et surtout on prend le risque que la maison nous tombe sur la tête d'un jour à l'autre. Et ça, vous avez bien compris que c'est pas un risque que nous les architectes, en tout cas moi Jérémy, moi c'est pas un risque que je veux prendre. Donc vraiment c'est hyper important d'être vigilant. Parfois, on peut déduire en observant juste la maison, on peut déduire en regardant les poteaux, on peut essayer de deviner quelle va être la trame de la maison, la structure. Donc quand on va s'attaquer à un mur, on saura qu'a priori, il n'est pas porteur, c'est pas un risque trop grand, mais je vous assure qu'on est déjà tombé sur des grosses surprises où on a cassé un mur, où on pensait que là on allait tomber sur un poteau, alors qu'il n'y a pas effectivement de poteau et qu'on se dit mais attendez, là en fait c'est un château de cartes. Donc, surtout chez nous, avec les pluies qu'on a, avec les sols capricieux qu'on a, il faut vraiment pas s'amuser avec la structure. Donc, avant de casser un mur, vraiment, prenez d'abord toutes les dispositions, allez vous renseigner et si vous n'êtes pas sûr, faites donc appel à un bureau de contrôle, faites un diagnostic. C'est de l'argent en plus, mais surtout, dites-vous on ne dépense jamais trop assez pour sa sécurité. Donc, hyper important. Dans ce genre de cas, selon ce qu'on va découvrir, peut-être que rénover peut s'avérer même parfois plus cher que reconstruire. Donc ça pose quand même un problème parce que parfois en amont, et c'est normal pour s'organiser, vous êtes client, vous voulez savoir combien ça coûte. Parfois, le montant des travaux est compliqué à évaluer parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va trouver. Donc on peut vous annoncer un prix faisant un ratio au mètre carré, mais quand on va se rendre compte que l'électricité n'est pas aux normes et que ça peut présenter par exemple des risques d'incendie et qu'il va falloir refaire toute l'électricité, le lot électricité lui-même sur un projet peut être très très coûteux. Donc ça peut poser des problèmes à ce niveau-là parce que selon ce qu'on va trouver, ce sera souvent ça qui va définir effectivement l'enveloppe budgétaire dont on aura besoin pour faire le projet et pour faire le projet dont on aura envie. Il est important de pouvoir mettre cette réflexion en perspective afin de faire les bons choix par la suite. La rénovation pose aussi des enjeux humains et organisationnels. Le mot est compliqué à dire. Effectivement, souvent quand on parle de rénovation, il s'agit parfois de travailler en site occupé. Donc quand vous travaillez en site occupé, vous devez gérer la circulation de ceux qui occupent le bâtiment. Si par exemple ce sont des bureaux à rénover, parfois il y a beaucoup de bureaux qui disent oui d'accord, nous on veut rénover telle pièce ou telle partie de l'espace, mais par contre on ne peut pas se permettre que le service s'arrête. Donc parfois même sur un chantier, vous avez donc une zone qui est allouée au chantier avec une barrière de protection, mais vous devez gérer les flux et c'est aussi à vous d'organiser ça au niveau de la sécurité parce que vous n'avez pas envie que quelqu'un qui vient, le comptable qui vient s'asseoir, etc., se prenne un parpaing sur la tête ou marche sur un clou parce que vous n'avez pas bien aussi vous de votre côté cerné le chantier. Ça arrive parfois que les clients puissent être un peu désordonnés. Et quand c'est comme ça, une fois de plus, et maintenant je le redis, je ne vais plus me gêner sur cette chaîne pour dire aux architectes qu'il faut aussi pouvoir taper sur les doigts de ces clients qui sont trop curieux, qui veulent montrer qu'ils connaissent. Donc oui, non, moi j'ai fait mon chantier là. On s'en fout. La zone de chantier, c'est la zone de chantier. Seules les personnes autorisées sur le chantier doivent rentrer sur le chantier. Donc ça, c'est l'un des enjeux dans la rénovation, c'est que le maître d'ouvrage, lui, doit aussi se contenir à la zone qui lui est attribuée, doit venir et suivre toutes les règles de sécurité qui vont être transmises par le maître d'œuvre, mais il faut aussi que le maître d'œuvre de son côté, lui, puisse aussi
bien contraindre l'espace et bien s'assurer que cette zone de sécurité est bien prise en compte. Mais les enjeux aussi quand on est en site occupé, alors ça peut être dans un cas de bureau, un cas de commerce, un cas même familial, etc. C'est aussi qu'il y a des heures parfois auxquelles vous ne pourrez pas faire les travaux. Parce que quand vous avez donc des gens qui sont qui travaillent dans les bureaux, quand vous allez faire des travaux lourds, peut-être que parfois on a besoin de marteau-piqueur, de perceuse ou quoi que ce soit, de démolir de masse pour commencer à taper les murs et à casser les murs. Parfois, les gens qui ont aussi besoin d'être concentrés pour être productifs, voilà, vont se plaindre du bruit. Donc, vraiment, c'est aussi un enjeu. C'est aussi tout un enjeu de pouvoir organiser le chantier en fonction des contraintes des uns et des autres. De veiller à l'organisation, je dirais, du planning pour s'assurer que le planning va bien tenir dans ce que le client attend, mais qui va aussi bien tenir compte de ces contraintes-là, par exemple d'horaire, et de savoir que voilà, les travaux lourds vont être faits par exemple aux heures de pause ou peut-être en fin d'après-midi quand il y aura moins d'agents ou il n'y aura plus d'agents, etc. Donc il faut aussi pouvoir tenir compte de cette gestion de l'aspect humain. L'aspect humain aussi intervient pour les mêmes raisons si vous avez du voisinage. Quand on parle de rénovation, on peut s'imaginer qu'on va aussi avoir peut-être, je sais pas, la maison du voisin à côté, etc. Donc si vous faites les travaux à pas d'heure, c'est pareil, vous allez gêner vos voisins, ils vont se plaindre et le chantier va être ralenti, voilà, voilà, et on n'a pas envie de ça une fois de plus. Parfois aussi, vous avez des situations où vous savez qui a construit, où vous savez qui a fait les plans. Et il faut aussi pouvoir parfois négocier avec la personne qui a fait les plans, mettre à disposition tous les éléments pour que vous puissiez aussi partir d'une base solide, pour ne pas avoir à redessiner par derrière ou à tout refaire. Parfois, il est aussi question de négociation entre les artisans, ceux qui ont travaillé sur le projet, peut-être que ça s'est mal terminé ou pas. Donc, il y a aussi beaucoup cet aspect humain de savoir pourquoi le projet s'est arrêté en premier lieu, pourquoi il va recommencer, est-ce que le contexte est bon, est-ce que vous allez tous pouvoir travailler dans une atmosphère saine, dans un environnement sain, etc., pour que cette rénovation se passe comme souhaité. Ensuite, le quatrième enjeu de la rénovation, il est certainement aussi d'ordre urbain et d'ordre patrimonial. Alors vous allez dire que ce sont les gros mots patrimonial, patrimoine, etc. Le patrimoine, je ferai une vidéo complète là-dessus. Et sur notre rapport au patrimoine, notamment dans une ville historique comme Douala, qui a toutes ses influences, qui a toutes ses cultures, qu'est-ce que le patrimoine chez nous? On voit nos quartiers qui changent complètement. Et Douala, une ville comme Douala qui est en pleine mutation, vous voyez donc des immeubles qui poussent comme des champignons. Et vraiment, parfois, c'est aussi à se demander qui habite dans ces immeubles, à qui c'est destiné, est-ce que vraiment c'est fonctionnel, est-ce que ça répond à un besoin, une crise du logement partout. On est tous concernés par le fait de mieux se loger, mais est-ce que les réponses qui sont données actuellement sont les réponses adéquates? Est-ce que ce sont les réponses qui correspondent aux habitants de cette ville, à la façon de vivre dans cette ville, etc. Donc, comme vous voyez, et vous savez que je parle beaucoup, il y a tout un sujet à faire, à débattre sur ça. Mais à ce niveau-là, la rénovation peut être intéressante car réhabiliter des quartiers historiques, vous voyez qu'il y a quelques années, on a détruit la cité des douanes à Bonapriso pour faire donc des immeubles sociaux, comme on dit. Bon, moi, jusqu'à preuve du contraire, les immeubles là sont vides, hein. Donc, moi, je ne sais pas. Moi, je parle seulement de ce que je vois. Moi, je ne connais pas. Mais tout ça juste pour dire que comment les gens vivent dans une ville, quelle est la réponse qu'on leur propose? Et c'est pour ça que le fait peut-être parfois de raser pour reconstruire n'est pas forcément la solution, parce qu'il faut interroger les usages, il faut interroger les usagers, il faut observer leur façon de vivre, leur façon de se déplacer, leur façon de communiquer, leur façon de se rassembler, et ensuite on pourra donc proposer un habitat qui leur est adapté. Vous voyez bien que chez nous, malgré le temps qui passe, on fonctionne toujours avec des systèmes de cours, avec des porches, avec des petites terrasses où les gens vous reçoivent souvent sur la terrasse, sur leur porche et se rassemblent pour boire le whisky et saluer les ancêtres. Donc, comment ça se passe dans une ville aujourd'hui qui doit répondre aux défis de l'urbanisme et de l'urbanisation, ou est-ce qu'il faut pousser en hauteur, ou est-ce qu'il faut réfléchir vraiment à travailler encore plus sur la densité et moins s'étaler et travailler sur la densité urbaine. Donc voilà, donc ce sont des sujets que je pourrais encore plus développer, qui sont assez techniques. Je n'ai pas forcément la réponse, mais c'est quand même intéressant de pouvoir se pencher sur ces questions-là. Et la rénovation peut être un indice, peut être une piste de réponse pour se dire que peut-être que la solution n'est pas de tout raser pour tout reconstruire. Encore que, encore qu'à Douala, peut-être qu'il faut quand même tout raser, hein. On va quand même tout raser. Parce que vraiment, les gars, jetez les ordures, même mettez ça dans les poubelles.
ou c'est notre ville, il faut quand même qu'on aime un peu notre ville. Bon bref, donc voilà, donc je me perds. Donc voilà, donc rénovation, il faut quand même garder ça en tête. Vidéo simple et concise, je l'espère, mais vous voyez que c'est très important aussi de tenir compte de l'environnement dans lequel on fonctionne. Ici, on est dans un pays, on est dans une ville. Là, moi, je suis donc à Douala, donc je parle de Douala. Mais par exemple, Douala, ce n'est pas Dubaï. On n'est pas dans une ville où on va se dire que, allez, on va construire une presqu'île en forme de palier parce que c'est ça la ville nouvelle. Peut-être que nos villes nouvelles demain seront réinventées à partir de quartiers entiers qui seront rénovés, à partir de maisons entières qui seront rénovées, parce qu'il faut encore qu'on invente, nous, notre façon d'habiter demain et même aujourd'hui. Parce que vous voyez même qu'aujourd'hui, on ne sait toujours pas habiter dans notre ville. Donc c'est vraiment la réflexion que je voulais mener suite au retour que j'ai eu. Sachez que effectivement, ça m'est déjà arrivé d'avoir plusieurs cas où les gens m'ont interrogé, où on avait besoin d'accompagnement pour savoir s'il serait plus rentable ou plus intéressant pour eux de rénover leurs biens existants ou alors de casser et de faire un immeuble tout entier pour faire de la location par exemple. Il n'y a pas de réponse fixe à ça, ce ne sont que des cas particuliers. Selon le niveau de vétusté et de dégradation de la maison, justement comme je vous l'ai dit, ça va avoir un impact sur la technicité, sur le délai et donc même sur les coûts pour savoir d'abord même comment remettre la maison en état avant même de réfléchir à une rénovation puis même à une réhabilitation, etc. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez réussi à tenir jusque là, marquez en commentaire rénovation. Il paraît que pour l'algorithme c'est comme ça qu'on fait. Moi je fais seulement, je regarde comment les youtubeurs parlent, c'est comme ça qu'ils disent. Donc marquez rénovation, marquez même bonjour Jérémy, marquez même une croix, faites une croix. Comme ça l'algorithme verra que Archi Barlou doit continuer et doit poursuivre dans ses efforts. Donc voilà. Donc merci beaucoup, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez qu'ici on parle d'architecture en toute décontraction mais sérieusement. Je vous dis à la prochaine, ici on fait ce qu'on a à faire. Ciao.